Donc, alors, eh bien, qu'est-ce que c'est que la décroissance? C'est précisément une autre recette et un autre partage de la tarte. Donc, comment, comment la crise peut être transformée en une opportunité pour changer la recette, hein, de cette tarte et la concevoir autrement. Alors souvent on me dit, bon, on considère que la décroissance est une alternative. J'ai dit non, la décroissance c'est une matrice d'alternatives. D'abord parce que la décroissance c'est seulement un slogan, hein. C'est pas le symétrique de la croissance. La croissance, il y a des théories économiques de la croissance, des modèles économiques de la croissance. Il n'y a pas de théorie de la décroissance, il n'y a pas de modèle de la décroissance. C'est un slogan provocateur, hein, et même blasphématoire, parce que nous vivons littéralement nous avons par rapport à la croissance et à l'économie un rapport véritablement religieux. Et donc, dans une société dans laquelle la religion, c'est la croissance, évidemment, quelqu'un qui parle de décroissance, c'est un blasphémateur. À la limite, il faudrait le brûler. On a brûlé des hérétiques pour moins que ça. Donc, ça signifie qu'il faut sortir de cette religion. Si on voulait être plus rigoureux, il faudrait parler d'accroissance, comme on parle d'athéisme, hein, pour signifier la nécessité de devenir des athées de la croissance, hein, des agnostiques de l'économie, du progrès. Aussi, il faut remettre en question cette croyance d'un progrès illimité, infini. Ça ne veut pas dire qu'on est contre. Alors bien évidemment, et c'est pour ça que c'est blasphématoire, les gens disent mais ils sont fous, ces gens, comme l'a rappelé mon voisin, parler de décroissance, décroître pour décroître, bien sûr que c'est absurde. Bien sûr que c'est absurde. Hein. Mais croître pour croître, est-ce que ce n'est pas absurde non plus? Et le problème, c'est qu'on ne pense pas que c'est absurde parce qu'on est dans cette religion de la croissance, hein. Et donc, c'est en cela que ce slogan est provocateur. Mais derrière ce slogan, évidemment, il y a un projet, hein. C'est le projet d'une autre société, d'un autre monde possible, hein. Et donc un projet politique. Alors, un projet politique de construction d'une autre société, et qui n'est pas, je dis, ce n'est pas une alternative, c'est une matrice d'alternatives, parce que face au totalitarisme ou au terrorisme de la croissance, de l'économie de croissance, etc., il faut réouvrir l'espace à la pluralité, à la diversité. Chaque société, on ne construira pas une société de non-croissance de la même façon en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. C'est une évidence. Et par conséquent, il n'y a pas une recette miracle ou un modèle clé en main. On dirait, mais quel est votre modèle? Là, on attend, on dit, un modèle avec quelques variables et tout, et ça y est, comme une petite machine. Non, il faut sortir de la machinerie. Et précisément, c'est en cela que c'est un projet politique au sens fort, retrouver la dignité du politique, c'est-à-dire rendre à l'humanité la propriété de son destin et de la possibilité de décider de son avenir, hein, par rapport à cette... au fond... Et alors, quelquefois, on dit, mais surtout toujours ces journalistes qui ont fait une lecture un peu rapide disent, bon, mais vous voulez nous ramener à l'âge de pierre, etc. Bien, c'est un projet réactionnaire, rétrograde, etc. Non, ce n'est pas un projet rétrograde. Au contraire, on dirait, c'est le projet de la modernité a été trahi, ce qui a été déjà très bien montré par les philosophes de l'école de Francfort, Horkheimer, etc., la trahison de la Aufklärung. Et nous avait promis l'émancipation, donc la construction d'une société autonome par rapport aux sociétés d'Ancien Régime qui étaient des sociétés dominées par l'hétéronomie, par la transcendance, par la tradition, par la révélation. Bon, là, c'était faire de l'homme le maître de son destin. Et finalement, ils ont construit la société la plus hétéronome de l'histoire, une société dominée par la main invisible du marché, hein, la tyrannie des marchés financiers, comme on lit dans les journaux, hein, et les lois de la technoscience. Alors là, il n'y a pas plus hétéronome, parce qu'au moins, à l'Ancien Régime, enfin, nous, Français, on avait l'habitude soit d'assassiner nos rois, comme on l'a fait pour Henri IV, soit de les guillotiner. Donc, mais comment guillotiner un marché financier ? Comment assassiner une main invisible ? En plus, elle est invisible, cette main. Donc, même si vous vouliez la tailler, vous n'arrivez pas, vous ne la voyez pas. Donc, bon.
Donc c'est véritablement réaliser ce projet de société autonome. Et d'ailleurs, c'est sous ce nom que les précurseurs de la décroissance, comme Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, André Gorz, ont toujours développé leur projet comme construire une société autonome. Alors, ce projet que j'appelle une utopie concrète, on dit mais c'est utopique. Oui, utopie dans le bon sens du terme. Je disais tout à l'heure à une journaliste qui me disait utopique, mais alors l'utopie, bien sûr, c'est le rêve, et on a besoin de rêver. Dans la misère du présent, on a besoin de rêver d'un avenir radieux, enfin d'un avenir meilleur en tout cas. Ça ne veut pas dire du tout que c'est impossible à réaliser. Et très récemment, quand Barack Obama a été élu, ça j'ai bien aimé cette histoire-là, Nelson Mandela lui a envoyé un télégramme faisant référence à la fameuse phrase de Martin Luther King, « I have a dream ». Nous avons eu raison de rêver parce que le rêve d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui ou de demain. Eh bien, le projet de la décroissance, c'est effectivement un rêve d'aujourd'hui pour devenir la réalité de demain. Alors, ce rêve, il se décline à deux niveaux. Il y a la conception d'une société différente. Alors, bien sûr, ces sociétés seront... Chaque société le fera de la même façon, mais toutes ces sociétés doivent obéir à un impératif commun qui est la soutenabilité. Bon. Et ensuite, la réalisation, la mise en œuvre de le passage de l'état actuel à la société de décroissance, qui est un programme en quelque sorte politique. Mais ce programme politique, évidemment, il dépend du contexte. Alors, le premier niveau, la conception, j'ai pensé que, quand je faisais mes études dans les années 60, mes professeurs se gargarisaient des cercles vertueux de la croissance. La croissance, c'était fantastique. Ça permettait, c'était ce qu'ils appelaient, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, des jeux gagnant-gagnant, même gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la croissance engendrait des gains de productivité, qu'on se répartissait, c'était le gâteau, c'était la tarte. Alors, on ne mettait pas en cause le partage initial, bien sûr. Les patrons prenaient le gros morceau, mais il restait des miettes quand même pour les ouvriers, et même pour l'État, qui, à travers la TVA, les taxes, avait des ressources importantes qui lui permettaient de financer l'État social, la sécurité sociale, les allocations familiales, même des allocations chômage pour les quelques chômeurs qu'il y avait dans cette période de plein emploi. Donc c'était fantastique. Tout le monde gagnait. Il y avait deux perdants, mais on n'en parlait pas. C'était la nature et les pays du Sud, qui pendant ce temps-là, eux, se sont enfoncés dans la déréliction, évidemment, puisqu'on leur piquait toutes leurs ressources. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes avec le climat, ce n'est pas à cause du dioxyde de carbone qu'on émet aujourd'hui. Celui-là, ce sont nos enfants qui auront des problèmes avec. Il faut entre 50 et 70 ans pour que ça se dissipe dans la stratosphère. Et par conséquent, le dérèglement climatique actuel, dont le dernier rapport du GIEC, le 4e, nous dit que de toute façon, on n'y échappera pas. On aura 2 degrés de plus en 2050. Ce qui est peut-être gérable, mais qui va entraîner des centaines de millions d'émigrés de l'environnement, des tas de problèmes. La côte catalane sera sous l'eau, la côte basque aussi. Bon, c'est peut-être gérable. Si on a 6 degrés, ce n'est pas gérable. Et donc, il faut se faire. Et l'un des objectifs immédiats de la société de décroissance, c'est effectivement de limiter les dégâts et de faire que ce ne soit pas 6 degrés et de vivre autant que possible cette catastrophe inéluctable le mieux possible. Alors, donc mes bons maîtres avaient cette idée des cercles vertueux de la croissance. En fait, ces cercles, ils étaient plutôt vicieux, ils se sont révélés vicieux après coup. Vous savez, c'est la fameuse blague d'Alphonse Allais, un humoriste français, qui disait « Caresser un cercle, il devient vicieux ». Ils ont trop caressé ce cercle de la croissance. Mais j'ai gardé cette idée, cette nostalgie. Je dis, ça serait bien de concevoir une société de décroissance sous la forme d'un certain nombre d'actions nécessaires, interdépendantes, qui se renforcent les unes les autres. Alors, après, encore, on va le mettre en italien, parce que c'est... Bon, l'italien, de passer de l'italien à l'espagnol ou au catalan, c'est facile, il suffit de supprimer le « e » final. Alors, ça... Donc,
Rivalutar, ça va, hein, riconceptualizar, ça peut fonctionner, etc. Alors,